vas-tu? Salut Taya, comment vas-tu? Bonjour à Michel. Michel, comment allez-vous? Vous connaissez tout le monde. Entrez. Bonjour Sabine, comment allez-vous? Quelle mise en scène. Voilà, mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui justement pour parler au départ de vos ouvrages, mais de deux personnes que j'ai désiré réunir, dont les ouvrages sont sortis dans des périodes mouvantes, et c'était l'occasion de pouvoir en reparler. On parle de l'ouvrage de Thierry Wertz, Demain n'existe pas encore, et de l'ouvrage de Bernard Capras, qui est donc le carnet orange. Le cahier, je dis toujours carnet. Oui, mais tu n'es pas le seul. Mais voilà, mais heureusement ça te permet... J'aurais dû prendre ce titre. Je pense qu'il était peut-être des carnets, oui, d'accord. D'où est venue l'idée, évidemment, de l'histoire, du fil de l'histoire? Où as-tu été le tirer, ce fil? En fait, c'est un livre qui est né d'une indignation. Quand j'étais gouverneur du Luxembourg, on m'a alerté sur la situation d'une femme décédée d'ailleurs, qui a été maltraitée par la résistance, alors que toute une série de... Je dois regarder la caméra, c'est bien. Alors que toute une série de témoignages attestent qu'elle a eu une conduite héroïque et qu'elle a énormément servi la résistance. Le problème, c'est que dans le même temps, elle avait une relation amoureuse avec un officier allemand. Alors, j'ai fait faire une enquête pour recouper tous ces éléments-là, en la confiant d'ailleurs à un ancien général des chasseurs ardennais qui avait connu cette époque et qui a pu confirmer qu'effectivement cette personne a été remarquable. J'ai essayé de la faire réhabiliter et j'y suis pas arrivé. Parce que les autorités locales n'en ont pas voulu, craignant de susciter des réactions assez virulentes, contestations, tenant compte aussi du fait que quelques résistants de la région, avec pignon sur rue, avaient en fait eu de leur côté une conduite, disons, sujette à caution. Et donc, ça m'est resté vraiment au cœur de n'avoir pas pu réussir cela. Parallèlement, lorsque j'étais jeune avocat, j'ai reçu les confidences de plusieurs clientes, des femmes du reste assez brillantes, et qui ont été littéralement étouffées par leur milieu au moment de la guerre et pendant la guerre, en considérant que plutôt que de poursuivre des études, ce qu'elles étaient capables de faire, elles devaient se consacrer à la famille, au commerce des parents. Et donc, la conjonction de ces deux indignations, finalement, a donné naissance à ce livre. Alors, le pitch, je ne vais évidemment pas dévoiler tout le livre. Oui, je précise aussi que si tout est imaginé, rien en fait n'est inventé. Tout ce qui a nourri ce livre, soit je l'ai vécu personnellement, soit on me l'a raconté, évidemment, je suis né après la guerre, et donc toute la trame de ce livre est née de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance. Et donc le pitch, c'est un avocat new-yorkais qui s'appelle Anton Scarzini, qui à la suite de la mort de
de ses parents décédés dans un accident d'avion sur Anchorage. Leur avion percute une déneigeuse, hein, c'est arrivé. Hein, et bon, les deux parents sont morts, c'est une famille extrêmement fortunée. Assez remarquable, il y a énormément de morts à l'enterrement dans la cathédrale Saint-Patrick. Et c'est une famille engagée sur le plan des arts et aussi dans les actions caritatives. Et après le décès de ses parents, dans la maison de sa mère, enfin des parents, Anton Scarzini découvre dans un coffre un cahier intitulé Le Cahier orange. Il s'aperçoit que c'est un roman, en fait. Il va le lire. Ça ne lui dit absolument rien du tout, ça se passe dans les Ardennes belges au moment de la guerre, ça se termine d'ailleurs assez brutalement, et ça va l'intriguer, pourquoi est-ce que ce cahier orange se trouve dans le coffre-fort de sa maman qui s'appelle Julia Stanton. Donc ça c'est le point de départ, il va y avoir toute une enquête et toute une série de développements qui seront nourris par les thèmes que je viens d'indiquer. Voilà en fait d'où est parti ce livre. Je l'ai dit, nourri aussi de mon expérience. On y rencontre par exemple un escroc notoire. Il se fait que comme avocat, encore que ma spécialité était au départ le droit du travail. J'ai travaillé ça à Bruxelles dans un bureau qui s'appelait Taquet à l'époque. Spécialisé là-dedans. Enfin bon, après j'ai fait énormément de droit pénal. Donc j'ai défendu beaucoup d'escrocs. Je dis au passage que beaucoup d'escroqueries, y compris au détriment des banques, n'ont jamais été révélées, tout simplement parce que les banques préféraient des arrangements à l'amiable. Hein, j'en ai traité quelques-unes comme ça. Donc, ce que je raconte à propos des escroqueries, j'évoque notamment une pyramide de Ponzi, j'ai vécu ça de manière assez incroyable. Les escrocs sont d'ailleurs des délinquants fascinants. En fait, ils sont d'une grande intelligence, ils sont manipulateurs, enfin bref. Donc, voilà un peu l'origine de ce livre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, tu dois m'arrêter parce que tu sais que je peux parfois être très long. C'est celui qui parle. Le vin blanc, c'est pour toi? Oui, c'est pour moi. Ah, voilà. On peut encore parler plus longtemps. Mais bon. Oui. Et donc, voilà l'histoire. Alors j'ai les questions qui m'ont beaucoup été posées, parce que bon, mon livre a été sélectionné pour le prix des lycéens, à ma grande surprise d'ailleurs. Et je veux dire que pour les auteurs, c'est un prix tout à fait intéressant, puisqu'il y a 2800 jeunes, en l'occurrence, qui ont lu le livre, enfin les 5 romans sélectionnés. Et donc, par définition, ça fait le bonheur inutile de lire de l'éditeur. Donc, et je dois le dire, des auteurs novices, puisque moi je suis totalement débutant, j'observe tout ça de la périphérie d'ailleurs, mais donc, je ne vois les choses, mais... Quand Paris glace, Taya, tu dors encore. Non, mais... Si. Il avait demandé 2 fois, Taya. Simplement, oui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que tout le monde a toujours une histoire à raconter, tout le monde a toujours retrouvé dans une vieille malle quelque chose du grand-père, de la grand-mère. Donc, quiconque qui est ici à table a l'occasion de raconter quelque chose et même de l'écrire. Mais comment l'écrire? Or, on vient d'enregistrer la première partie de ta conversation ici. Heureusement, c'est filmé, on peut voir le volume et la gestuelle que tu as. C'est ce qu'on retrouve dans ton écrit, justement. C'est ce volume, c'est cette ambiance, c'est cette atmosphère que tu prends dans les bras et que tu mets sur les lignes et que le lecteur peut déguster. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire de cette façon-là. Et c'est ce qui m'a attiré, justement, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est les odeurs, c'est les parfums, le cuir chez le cordonnier, tout y est. Et même le cliquetis de l'armoire, lorsqu'il va découvrir, tout est là-dedans. Et je dois dire, ça, c'est ce qui m'a, je vais dire, émerveillé dans l'écriture, de la première jusqu'à la dernière page. Donc, d'une histoire banale de trouver un carnet, tu as fait un ouvrage, pour moi, qui est à découvrir. En attendant, demain, pourquoi demain n'existe pas encore, Thierry? Question, oui, donc là, ça peut nous mener vraiment loin, mais
allons-y. Donc Thierry a écrit un ouvrage qui s'appelle « Demain n'existe pas encore ». Je vais vous le montrer. Non, mais c'est pour le... C'est pour 3 650 000 lecteurs. Bien le mettre, je ne l'ai pas vu. Un peu plus haut, un peu plus haut. Donc, Oui, bon. Je crois qu'ils l'ont déjà vu, hein, non? voilà. Ton site, là. Voilà. Non, mais il y a déjà finalement un point commun, puisque l'idée d'écrire ce livre est venue aussi quelque part de mon expérience professionnelle. Ça a été nourri en tout cas par ça, puisque j'avais écrit un premier livre qui était une sorte de carnet de voyage un peu poétique, à la manière des Japonais. Ils appellent ça des aibun. Donc c'était une prose poétique, des petits textes très courts et qui se terminent par un haïku qui est en lien mais qui peut aussi se lire indépendamment du texte en lui. Et ces petites histoires étaient chaque fois comme des instantanés, j'aime bien cette idée du polaroid, là, cet appareil où la photo sort tout de suite. C'est un peu ça que j'ai voulu faire, mais en mots, par rapport à des instants que j'ai pu vivre au niveau de mon parcours professionnel. Et donc c'était essentiellement une alternance entre tranches de justice, on va dire, à Bruxelles, et puis moitié-moitié, l'autre moitié, donc ce sont des faits, des événements que j'ai pu vivre à l'étranger, parce que j'ai été dans une partie, en tout cas de ma carrière, beaucoup à l'étranger, en mission, notamment avec les forces militaires, mais pas seulement, aussi dans le domaine de la protection de la jeunesse, dans le cadre de formation, etc. Et donc voilà, c'était un peu ça. Et une des petites histoires, je remarquais qu'elle revenait souvent dans les retours des lecteurs. Je m'étais amusé d'ailleurs à demander, tiens, quelle est la petite histoire, celle qui vous marque. Et souvent, c'est la même chose qui revenait, c'était toujours cette même petite histoire, qui est aussi, donc, comme je dis, un instantané, qui se passe à l'audience du tribunal de la jeunesse. C'est une petite fille qui a 12 ans, donc, comme la loi le prévoit, elle est quelque part obligée de venir, elle est convoquée, donc elle vient, et elle arrive, elle découvre cette ambiance particulière d'un tribunal, puisque même si c'est en jeunesse, ça se fait quand même avec un peu de décorum, avec les robes d'avocat, la toge de magistrat. Donc elle est impressionnée, surtout qu'elle est là, pourquoi? On découvre qu'elle est là simplement parce qu'elle est, je dirais, placée dans une institution, parce qu'on découvre que le père est en prison et la mère a été tuée. Et donc, évidemment, comme souvent on dit dans les affaires d'homicide, d'homicides familiaux, souvent le père tue la mère, c'est parfois le contraire, mais le père tue la mère, on en parle un peu effectivement au niveau de la cour d'assises, mais on oublie finalement qu'il y a des enfants, très souvent en fait, il y a énormément d'enfants placés dans cette situation, donc qui d'un seul coup, en quelques secondes, perdent le père et la mère, puisque le père est emprisonné pour de longues périodes. C'est un peu le début. Je me suis dit, tiens, au fond, j'ai envie d'essayer de réfléchir à inventer une petite histoire. Qu'est devenue cette petite fille? Et donc je repars au début du livre, plus ou moins au début, de cette scène réécrite un peu différemment, plus en détail, au tribunal. Et alors l'idée de ce livre, c'est de voir au fond ce qu'est devenue cette petite fille, puisque le livre s'arrête quand elle a, je dirais, 23-24 ans. Alors va-t-elle renouer avec son père? Est-ce qu'elle va le rencontrer? Etc. Que s'est-il réellement passé? Alors ça c'est le suspense qu'on va... Oui. Il faut arrêter maintenant, parce que sinon... Oui. Voilà. Bon, mais donc c'était pour dire qu'effectivement, ça part aussi d'une expérience professionnelle. Alors, après, ce qu'elle est devenue réellement dans la réalité, non, c'est rien. C'est en ce sens évidemment une fiction. Et là, comme toutes les fictions, on se nourrit de sa propre vie aussi, quelque part, puisque finalement, ça devient aussi quelque chose entre la relation père-fille. Moi j'ai 2 filles, donc c'est un peu un livre que j'ai écrit pour mes filles aussi, au niveau de messages positifs. Et c'est ça, demain n'existe pas encore, effectivement, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on traverse, je veux dire, on peut surmonter ça et retrouver du sens
à la vie, etc., malgré les épreuves. Et cette petite fille, évidemment, vit des épreuves terribles. Ce que mes filles, pour l'instant, heureusement, n'ont pas encore vécu. Mais dans leur style, elles ont aussi, chacune, déjà aussi des difficultés ou vécu des choses. Et donc, il faut transparaître, enfin, dépasser ça. Par exemple, des soucis de santé importants pour les deux. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a un message. Pour autant qu'il y ait un message, hein, parce que je n'aime pas trop faire des livres pour un message, mais disons que je me suis rendu compte en réalité au fond de l'écriture, et ça je dis souvent qu'on est guidé. Enfin, moi j'ai pas fait de plan, hein, donc je pars comme ça, et puis finalement je me rends compte, je suis un peu guidé par les personnages. Cette petite fille m'a emmené, mais c'est à la fin que je me rends compte finalement qu'il y a quand même aussi toute une philosophie de vie qui peut être intéressante à transmettre à mes filles, et donc c'était ça qui était intéressant. Alors j'aimerais bien que vous discutiez un peu tous les deux de votre cadre d'écriture. Est-ce que tu écris chez toi? Est-ce que tu écris en vacances, en montagne? Comment ça se passe chez toi, Bernard? Oui, je voudrais d'abord dire un mot par rapport au livre de Thierry, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Éluard disait, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la simplicité de l'écriture, mais qui en devient vraiment lumineuse. Le mot juste. Par moment, oui, voilà, exactement. Et donc Cadéot, qui a préfacé ton livre, a vraiment dit les choses beaucoup mieux que je ne pourrais les dire en relevant le fait que au départ de quelques tableaux, tu arrives à, comment dirais-je, à entrer dans la profondeur des personnages. Voilà. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça allait cueillir l'aura du personnage. Ouais, alors, je le dis parce qu'évidemment, quand on lit un livre, on cherche aussi ce à quoi, à quel type d'émotion et quels sont les souvenirs que ça te donne. Ce fait que j'ai énormément voyagé en Afrique, avec un rapport très suivi notamment avec le Bénin. Or, tu fais allusion à un artiste béninois dans ton livre, un artiste contemporain. Je ne sais pas s'il est fictif ou pas. Il est réel. Il est réel, mais bon, alors, le nom est fictif. J'ai changé les noms. Voilà. Donc, mais je suis inspiré de vrais. Ça fait tilt tout de suite. Scènes, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai été beaucoup au Bénin et à Ouida, d'où sont partis plus d'1 million d'esclaves d'ailleurs. Il y a un centre d'art contemporain qui est tout à fait exceptionnel. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à dire ça. Je réponds très rapidement à ta question. Moi, j'écris à mon bureau. De manière, la plupart du temps, de manière manuscrite. Ça arrive d'avoir des passages qui sont écrits au clavier, mais je constate que mon cerveau fonctionne mieux quand je l'ai au bout des doigts. C'est assez curieux, c'est comme ça, voilà. Et donc, après, évidemment, tout ça, je me retranscris. Ça permet alors de retravailler et de, comment dirais-je, de faire les coupes nécessaires dans le livre que je projette de faire. Et j'observe d'ailleurs que, au bout du compte, je coupe énormément. Oui. Et c'est parfois un peu douloureux, mais voilà. Et de ce point de vue, j'ai bénéficié des conseils de Christian Liebens, qui est donc le directeur de la collection Les Plumes du Coq, dont le dernier livre a été préfacé par Jacques de Decker. D'ailleurs, c'est le dernier texte écrit par Jacques de Decker, oui, juste avant qu'il ne décède. Il se fait qu'avant, j'avais écrit pour le théâtre. Or, les entrées, quand on écrit pour le théâtre, ne sont évidemment pas celles que pour un roman. Donc, il m'a dit, là, tes entrées sont trop sèches, il faut leur donner de la chair. Voilà. Donc, je dis aussi pour ma part que j'ai bénéficié de l'éclairage incisif de mon fils, qui m'a lu, et qui, après ma première version, m'a dit c'est de la merde. Hein, vrai. Non, mais je préfère ça quand même. Je préfère cette franchise, alors que les proches, en général, ont plutôt la tendance d'être d'office assez dithyrambique, quoi. Donc voilà, ce livre, je le dois aussi à beaucoup de... Tu peux montrer la couverture? Oui, voilà. Alors, voilà. La couverture, c'est la jeune fille. Donc, mon héroïne s'appelle Olga,
j'ai gardé le nom de la femme dont ce livre est inspiré. Et c'est mon éditeur qui a choisi la photo, que j'ai trouvée remarquable, parce qu'elle correspond tout à fait au portrait de la jeune femme que j'ai décrit. Voilà, donc, alors c'est la présentation typique d'Oerich, hein, il fait du bon boulot. En plus, il va y avoir des prix raisonnables, parce que ce livre fait quand même pratiquement 400 pages, et il le vend 17,50 €. Donc, oui, mais il le fait, c'est volontaire chez lui. Alors bon, dans cette collection, voilà. Je vais rouspéter chez mon éditeur. Oui. Non, mais... La photo est bien avec une velours. Oui, c'est vrai. Très très bien. La robe. Notre livre qui est sur pièce de couverture, ce qui est toujours. Oui. Donc, Ce qui est frappant, hein, c'est que tous les deux, et moi ça m'intéresse énormément, vous avez traité le thème de hors norme, hors de ce qui est la norme. La jeune femme pendant la guerre, etc. Toi avec une enfance horrible. Et c'est toujours ce qui est hors norme qui trouve en nous, pour toi, en vous, ce qui déclenche une écriture, il me semble. Oui. Le hors norme, c'est vraiment, ou ce qui dérive de la norme, c'est plus juste. Ce qui dérive de la norme, ça m'intéresse. alors voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, et moi, alors c'est assez différent, parce que moi j'ai un peu de mal à écrire chez moi. Et donc, j'écris finalement très peu. J'écris parfois au café, oui, ça, le premier a été en partie fait effectivement dans un petit café du Sablon. Un petit bar à vin, pour être précis, c'est plutôt ça qu'un café. Mais non, sinon j'ai besoin de partir, me couper vraiment de mon environnement habituel. Donc je pars une semaine par an. J'étais en Crète, j'étais à Chypre, donc j'étais plusieurs fois dans les deux, hein, pour les deux livres. Et donc pendant une semaine, là c'est vrai que c'est un peu compulsif. Moi je me lève toujours tôt, mais là donc je veux dire à 5h30 du matin, je suis occupé à écrire, hein, mais sans arrêt. Alors c'est manuscrit aussi, moi je ne tape pas, je écris à la main, jusqu'au soir. Bon. Et alors on part à quelques-uns qui chacun a un projet d'écriture. Donc ça c'est une sorte de résidence d'écriture. Et ce qui est sympa évidemment c'est que le soir, voilà, on va au resto ensemble. On prend quand même du bon temps aussi à échanger un peu sur nos projets. Voilà, mais donc, une fois par an, c'est là que de manière très brute, j'écris. Pendant tout le reste de l'année, je réfléchis avant. L'histoire fait son chemin dans ma tête. Et puis c'est vrai que parfois je râle parce que j'oublie ce que je pensais être une bonne idée. Mais du coup, je me dis finalement, si je l'ai oublié, c'est que c'était pas tout à fait une bonne idée. Et donc, je joue un peu là-dessus. Et donc, je verrai bien ce qui me restera en tête lors de cette fameuse semaine. Et voilà. Et puis, quand je reviens de cette semaine, là, je fais un peu la même chose. Je tape alors tout ça. Et puis là, j'utilise aussi Word, toutes les techniques de relecture. Hein. C'est vrai que parfois, quand on tape un mot, on sait voir toutes les occurrences, on se dit, j'ai mis un peu trop souvent. Ça, c'est tout le travail un peu fastidieux dont on ne parle jamais, mais qui doit se faire. Hein. Il y a plusieurs relectures. Hein. Oui, mais bon, déjà l'auteur essaye quand même de présenter quelque chose de lisible. Après, normalement, certains éditeurs font encore un travail. Ça, je sais pas. Donc c'est un ouvrage qui a été édité aux éditions... La Trace. C'est une maison d'édition dans la région de Toulon. Oui, voilà, en France. Or, il se fait que le hasard, c'est vraiment pas un hasard, des choses fait que nous ayons à nos côtés un autre auteur des éditions La Trace, Pierre Morlet. Où va la lumière morte? Je crains qu'elle ne se soit perdue au cours des 18 mois que nous avons vécu. C'est pour ça que nous allons la réallumer, la réactiver. Ici, ici. Voilà, Où va la lumière morte, aux éditions La Trace. Pierre Morlet, raconte-nous un peu l'histoire de cet ouvrage. Comment est né l'ouvrage dans la tête?
Et en fait, je me demande si cet ouvrage est né dans la tête. Je ne parlerai évidemment pas d'écriture automatique, mais j'ai le sentiment que j'ai à un moment donné, par un concours de circonstances, touché sur le papier un certain nombre de récits qui, le terme peut-être ambitieux, vivaient en moi, vivaient déjà en moi. Je crains évidemment que dans certains cas, ces récits n'aient été pour partie alimentés, peut-être de manière excessive, par des lectures, parfois anciennes, que j'ai gardées en mémoire et que j'ai retransposées. Mais dans l'ensemble, ce n'est évidemment pas un petit livre, n'est pas le produit d'une intention délibérée ou d'un dessin tout à fait réfléchi. Donc tu as été un peu poussé à l'écrire, ou attiré, ou invité. Invité par une partie de moi-même. Oui. Voilà, c'est bien ça. Cela peut évidemment expliquer qu'il y a une thématique commune à tous ces récits, qui est celle de la symbolique de la lumière. Mais que je me suis efforcé, ou que j'ai cherché à exploiter en sortant, je dirais, des clichés ordinaires de l'opposition lumière-ténèbres ou de l'association automatique lumière-connaissance. La lumière telle qu'elle apparaît est la lumière de l'instant, d'un instant fugace, et peut-être même, la question reste entière, elle reste ouverte, d'un instant illusoire. De même, le cadre, c'est évidemment un cadre qui peut paraître relativement curieux, dans la mesure où il est relativement peu exploité, à ma connaissance, dans le roman, dans les œuvres de fiction. C'est au fond le début de l'Antiquité tardive. Pourquoi? D'une part, c'est une période qui m'a toujours fasciné, et d'autre part, c'est une période évidemment qui ouvre un certain nombre de perspectives. On sort évidemment des schémas classiques. On est dans une révolution complète des esprits, une révolution complète de la pensée, et qu'on a trop tendance parfois à réduire à l'irruption du christianisme dans l'Empire romain. Ça va nettement au-delà. On a le sentiment que les malheurs des temps, c'est une période de grand déséquilibre, autant qu'il y ait des périodes d'équilibre, la question reste entière, que dans cette période de déséquilibre, les consciences s'ouvrent à quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf, c'est une rupture totale, qui est jusqu'alors relativement peu fréquente dans la pensée antique occidentale. C'est une rupture totale avec le monde, une rupture totale vis-à-vis des valeurs, et il faut bien reconnaître une condamnation radicale du monde sensible. Alors pour le surplus, il s'agit d'une série de récits qui sont chaque fois centrés sur un personnage qui apparaît de manière assez artificielle comme un narrateur, puisque l'essentiel de chaque récit est écrit à la première personne, à l'exception de la chute. C'est pour ça que l'ouvrage a été édité dans une collection qui n'est pas une collection essai, ni roman, ni poésie, ni historique, c'est texte. Oui. Or, ces textes ont un lien très fluide, très commun, qui font justement qu'on découvre de la philosophie à toutes les pages, il y a quelque chose à découvrir. On est en plein dans l'histoire, dans cette période que tu as citée tantôt, mais on est surtout le compagnon de chemin du narrateur en question. Et c'est là aussi, comme je le disais dans le cas de l'écriture de Bernard Capras, c'est que tu as aussi
cette façon de pouvoir brasser l'air, de le ramener vers toi et de prendre le lecteur pour accompagner le récit. C'est là toute la luminosité de l'écrit, justement. C'est pour ça qu'on a beaucoup aimé l'ouvrage et c'est pour ça qu'on a un peu, je vais dire, eu l'idée de recommencer de faire sa promotion alors qu'il était tombé dans un moment pénible qui n'est pas encore terminé. Pierre, je te remercie, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour en parler encore un peu plus longuement. C'est moi qui te remercie. Nous avons le plaisir aussi d'avoir ici une maison d'édition qui fête un anniversaire. 20 ans. Alors, 20 ans d'édition. Ça représente quoi 20 ans d'édition? Beaucoup d'aveuglement. Oui. Beaucoup d'aveuglement parce que c'est très difficile quand on est une toute petite structure d'avoir de la visibilité tout simplement. Hein. Il faut vraiment le vouloir. Quoi. Alors, aussi, bon, malgré tout, 20 ans de plaisir quand même. Oui. Mais ça a été... Au début, c'était très du plaisir, et puis maintenant, c'est beaucoup de travail. Oui. Voilà. Mais ce qui a été justement beaucoup de travail, vous avez fêté cet anniversaire-là par l'édition d'un ouvrage. Une anthologie et qui a rassemblé des auteurs tant belges qu'il y a eu quelques auteurs étrangers aussi. Oui, mais dans le Coudrier, il y a aussi des auteurs étrangers. Hein. Voilà. Français la plupart, oui, bon, oui. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Mais en fait, j'ai lancé une invitation à écrire. Donc tous les 5 ans, je fais quelque chose. En fait, bon, les premiers 5 ans, ça a été une anthologie. Et puis ensuite, il y a eu les utilités du rêve. Puis les 15 ans, ben, ça a été un récital. On avait demandé à des comédiens de mettre en scène des poèmes. Et puis maintenant, c'est de nouveau une anthologie que je vais montrer d'ailleurs. Je pense qu'il y a un des auteurs ici présent, oui. Thierry. Tu es content pour le prix? Ah oui. Ah oui. Et donc ça a été un très gros travail. Un très gros travail, pourquoi? Parce que d'une part, je n'ai refusé qu'une personne. Oui. Qu'une seule. Sur tous ceux qui m'ont écrit. Parce que bon, là vraiment, il n'y avait pas lieu. Mais j'en ai une trentaine ici. Avec à chaque fois des voix, mais vraiment très différentes. Et le gros travail, ça a été de mettre tout ça dans un seul livre. Des poètes, des prosateurs furieux et des prosateurs qui n'ont pas rêvé énormément, que, soyons honnêtes, que je ne publierai pas. Pas que ce soit mauvais, mais simplement ça ne m'intéresse pas. Mais quand même, je les ai pris parce qu'ils avaient eu envie de m'écrire pour les 20 ans. Et ben voilà, ça a été un très gros boulot parce qu'il y a eu du travail de mise en page, d'adaptation au texte avec des lettrines, avec des changements de police, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les poètes et ceux qui sont plus calmes, ou ceux qui sont au contraire très furieux. Et là, bon, je me suis livré à un travail... Et quel a été le regard du personnage qui est à côté de toi, de Jean-Michel? Oui, il faut lui demander. Voilà, Jean-Michel, quel a été un petit peu ton regard acéré sur l'ouvrage? Moi j'ai trouvé remarquable le travail en rapport à la typographie, en rapport avec l'esprit du texte, etc. Et moi j'ai vraiment trouvé que c'était un très bel ouvrage, très riche. C'était un simple petit exploit. Hein. L'éditrice n'a pas oublié ton texte, non? Non. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Plus que ça. Voilà, je vous souhaite un grand succès pour l'ouvrage qui va être présenté très prochainement. Mais je tiens encore à vous présenter François Beyens. François Beyens est un médecin, acupuncteur,
Donc François Beyen, c'est un médecin acupuncteur qui a l'écriture au bout des doigts depuis des lustres et qui nous prépare pour incessamment sous peu la sortie d'un prochain ouvrage qui s'appelle, François, Ah oui, ça, on la connaît par cœur, hein, on la connaît qu'elle. voilà. Alors dans le courant du mois de août ou septembre, dès que l'ouvrage sera physiquement présent, on aura l'occasion d'aller le découvrir chez François. Parle-nous un peu de l'histoire de ta vie, tout compte fait, de tes amours, de ton amour. Mes amours, il me faudrait... Tu as 3 minutes. 3 minutes. D'abord, une petite remarque sur les idées que vous deux vous avez. Ah, oui, ça c'est une phrase qui me plairait, etc. Moi, je les ai chaque fois le soir en me couchant, et je me dis demain, je m'en souviendrai. Et le lendemain, c'est parti. Cela dit, j'ai vécu il y a 50 ans, quand je vivais en Grande, j'ai vécu une passion assez extraordinaire, spéciale, avec la personne qui est sur les photos, je pense que c'est peu importe. Et j'ai commencé par écrire le journal, à la main bien sûr, hein, c'était il y a 50 ans, et j'ai écrit 7-8 journaux sur une histoire qui n'a que 700 pages malheureusement. Oui, mais... Et j'ai eu pendant l'écriture, la retranscription à partir des journaux que j'écrivais, des journaux que j'écrivais et que je traduisais, et immédiatement c'était en anglais cette histoire, eh bien, je me suis retrouvé en train de revivre cette histoire qui a été extraordinaire et épouvantable. Puisque je suis là, ici, sans ce joli visage que vous avez tous vu. Et alors, le gros problème a été, lorsque on écrivait, c'était de ne pas trop souffrir. Puisque je revivais les souffrances, je revivais les déceptions, les frustrations. Je passais mon temps entre Hong Kong et Taïwan, ce qui fait que elle ne savait jamais si j'allais revenir. Hein? Et moi, je ne savais jamais si elle allait, elle avait 21 ans, je crois, si elle allait être fidèle. Et d'ailleurs, il y a enfin, c'est une autre histoire, ça. Mais le résultat a été une espèce de saga qui a duré plusieurs années, qui aurait pu se terminer il y a 3 jours, où je l'ai eu au téléphone. Ah, elle sait qu'il va y avoir un livre à son honneur. Malheureusement, tant que c'est écrit dans le livre, mais je le raconte parce que c'est très frustrant. Elle a attrapé une maladie qu'on appelle une épilepsie d'absence. Et ça veut dire qu'elle a des petites crises comme ça, psychomotrices, où pendant 15 secondes, elle ne se souvient plus de rien. Et puis après 15 secondes, elle se réveille, elle est comme toi et moi, et nous, mais chaque fois, ça bouffe un morceau de mémoire. Mais qu'elle ne se souvient plus de mon histoire, de notre histoire. Ça, c'est très frustrant. Et quand je lui ai voulu lui en parler, elle a dit, je veux vivre le présent et pas le passé. C'est terrible, ça. Mais maintenant, quand j'ai dû faire des corrections chez l'éditeur, je lui ai dit, suffit, c'est à vous à faire les corrections. Parce que moi, à chaque fois, je dois relire tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai aimé ou pas aimé, tout ce qui m'a rendu malade ou qui m'a rendu heureux. Et plus, c'est pas possible. Enfin voilà ma petite histoire. Pas ma petite histoire, c'est un gros hasard. Ça va être publié quand? Alors, j'ai envoyé aujourd'hui le bon à imprimer. Ah oui, d'accord. Donc en principe, ils font ça chez alors c'est un libraire, un éditeur participatif. Mais, comme vous savez, les participatifs, c'est souvent des arnaques. Vous êtes d'accord, hein? Et j'ai souvent vu les prix qu'ils demandaient. Celui-ci demandait simplement que j'achète 50 livres. De toute façon, j'en aurais acheté 50. Hein, mais seulement, et il fait des salons. Et il fait des salons, c'est tout.
Et puis il sera sur les lettres, sur des pommes, sur l'autre troisième, etc. Donc, c'est pas un deal qui est trop mauvais. Mais moi j'ai 80 ans, j'ai pas envie d'attendre encore 5 ans avant qu'un éditeur décide. 700 pages. 700 pages. 700 pages. Ah ben on l'attend, Et hein. 700 pages, Bon, c'est sûr. Et comme François est un as du punch, il nous préparera sûrement un excellent punch dans les prochaines semaines. Allez, bon appétit à tous et à bientôt. Pour partager aussi ce bonheur de pouvoir entendre une voix mélodieuse, François Salande, je te cède la parole. Merci. Et Françoise, qu'as-tu découvert là? 3 livres. Voilà. Chaque fois, un écrivain, une musique. Alors, je commence par Pierre Morlaix. Quel honneur! Ça fait rien. Sophia et moi, c'est bien avec la musique. Nous marchons depuis l'Euphrate. Nous marchons vers l'Antioche sur le Ronde, la grande ville emplie de naïfs à gruger. Nous marchons suivis de l'âne pelé qui porte nos vêtements d'apparat, passablement défraîchis, 2 perches et un drap qui fut pourpre. Ça, c'est de l'écriture. Mais tu vois Françoise, ce que c'est un bon ouvrage, tu l'ouvres n'importe où, tu humes quelque chose. Et ça c'est le plaisir qu'on a avec beaucoup de nos amis. Tout à fait. C'est de vraiment, c'est comme un bon vin, tu l'ouvres, tu le sers, il est là, il est bon. Maintenant tu peux comme le vin le faire chambrer, l'apprécier plus chaud, plus froid. Mais ici voilà, tu es tombé au hasard, tu dis, ça je dois l'exprimer quoi. Et ça, c'est notre bonheur de pouvoir partager des écritures, oui. des écritures comme Pierre, des écritures comme Tout à fait. Bernard. Mais j'ai choisi évidemment chaque fois les premières lignes pour lancer le texte. Je trouve que c'est vraiment très beau. Alors maintenant, Thierry Wertz. Victoire marchait d'un pas décidé. Cette fois, c'en était trop. Comment pouvait-on donner un point sur 60 à une enfant de 9 ans? En français en plus, maugréant dans les couloirs menant à la salle de classe, Victoire avait la bouche tordue par les jurons qu'elle éructait. Ses lèvres dures et sèches vilipendaient ses rencontres singulières, imposées par le corps enseignant. Sa fille, Aurore, représentait tout pour elle, une chance unique de recommencer, de vivre à nouveau. Alors, il lui fallait rester calme et ne pas crier. Tout expliquer à l'institutrice, ne rien cacher. Très bien, bravo. New York, 24 janvier 1990, une journée froide sous un ciel limpide. Anton contemple le cercueil de ses parents, posé à même le sol, indifférent à la foule qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick. Le chagrin a eu raison de ses larmes. Il se remémore la dernière conversation avec sa mère, 10 jours plus tôt, lors de leur promenade hebdomadaire dans Central Park. Il pouvait tout lui dire. De lui, elle pouvait tout entendre, avec une attention affectueuse, mais sans complaisance comme ce jour-là. Anton, parfois, tu m'effraies. Je vois la soirée d'hier, ma rupture avec Laura. Agacée, elle avait poursuivi. Tu t'es débarrassé d'elle brutalement, devant tout le monde, en plein vernissage de l'exposition, dans ma galerie. C'était choquant. Je ne connais pas de bonne manière de quitter une femme. J'ai manqué d'élégance. Bravo. Mais voilà encore un bel Il y a exercice. de la comédienne. Hein, Oui, ça, oui. ah ouais. Oui, mais quand l'écriture est là, le verbe suit. Tout à fait, ça prend. Ça, et encore une fois, vous avez remarqué, le geste suivait la parole. Le geste anticipait la pensée.
C'est pour ça qu'elle est écrivaine aussi. C'est pour ça qu'aussi dans les récits de Françoise, on retrouve aussi cette élégance du verbe. Oui, c'est vrai. C'est Oui, grande amoureuse de Rimbaud. C'est une rimbaldienne. Rimbaldienne. Eh bien, c'est un poète que j'ai adoré. Vraiment, c'est très proche de l'Ardenne. Donc, comment, quand on est ardennais, ne pas aller jusque Vonk, De voir de sa révolte. d'aller devant la petite gare qui a été un peu déplacée d'ailleurs. Enfin bon, où on voit des inscriptions pour Vitali et tout ça. C'est très émouvant. Oui. C'est fascinant de voir un gamin comme ça, Oui, oui. tout arrêter brutalement et quelque part aussi se renier quelquefois. Parce que quand. Enfin bon. Oui, il écrit une autre épopée. Hein. Oui, oui. En oui, allant en Afrique, Oui, c'est autre chose. Hein. Tu vois, il a l'air de conter aussi. C'est un storyteller aussi. Il a l'air de donner ses cours en racontant des choses, mais comme il a vécu un petit peu des événements tels que ceux qu'il vient de décrire, il a beaucoup lu aussi. Donc Philippe s'est lancé dans le thriller. Oui. Parlons un petit peu des deux premiers bouquins qui sont là. Alors, ce sont deux romans à suspense Le qui café sont... arrive, hein, on les commande. Mais moi, ce qui me fascine, ce qui fascine beaucoup de gens, c'était le combat entre le bien et le mal. Hein. Donc, on a tous du bien, du mal en nous, et puis... je trouve que le combat du bien et du mal a toujours existé, de toute façon, depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des bons, des moins bons, on va dire. Je pense que le combat du bien et du mal a toujours été quelque chose de très, très inspirant, depuis la nuit des temps. Et l'homme est vraiment capable du meilleur comme du pire. On le voit avec les guerres, mais on le voit aussi avec d'autres choses. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que depuis la nuit des temps, toute découverte, technique ou scientifique, a toujours été utilisée, ou il y a toujours eu la tentation d'utiliser à mauvais escient. Ça a commencé avec le métal, magnifique, mais ça permet aussi de faire des lances, etc. Et puis après, bon, toutes les inventions, jusqu'à l'énergie atomique, merveilleuse aussi, dans une utilisation pacifique, et un des éléments de base de ma réflexion, c'est que ce qu'on vit à l'heure actuelle avec l'explosion des outils numériques n'échappe pas à la règle. Ce sont des outils absolument splendides qui potentiellement peuvent vraiment apporter un plus à l'humanité. Mais si ça tombe dans des mauvaises mains, ça peut être très très désastreux. Et autant pour le premier que pour le deuxième livre, c'est ça qui est un petit peu la réflexion sous-jacente, c'est ces outils qu'on utilise tous. Ça peut vraiment être très dangereux quand ça tombe dans certains mains. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, on ne se rend pas très bien compte de la puissance de ces outils aussi. Ces outils sont capables de faire des choses qu'on n'imagine pas maintenant, et pourtant on continue à les utiliser. Je trouve qu'en tant que citoyen, il faut vraiment être bien au courant de ce que ça potentiellement ça peut faire. Bureau de police, rue du Collège, parce que là tu pars dans les grandes réflexions, mais nous on est très terre à terre. Oui, ben voilà. Le premier ouvrage démarre dans le quartier ici. C'est ça, exactement. Oui. Il fait intervenir un policier du quartier, d'ailleurs, un inspecteur du quartier, du commissariat, à quelques mètres d'ici, rue du Collège. Et une partie de l'action se passe à Bruxelles, d'ailleurs. Et notamment près du Deleuze. Où on va Près faire du Deleuze, oui. Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais c'est une scène où, en fait, on suit à la trace quelqu'un via des caméras de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui est un suspect dans l'histoire, et en fait il fait tout un trajet jusque vers l'hôtel Steigenberger, je ne sais plus si ça s'appelle encore le Steigenberger. Et donc il passe par plusieurs rues, et il y a absolument moyen de le suivre quasiment à la trace avec toutes les caméras de sécurité qu'il y a. Et à un moment il passe par la rue de Hénin, près de chez Willy, où il y a un Deleuze. Et en fait ce Deleuze, ça j'ai glissé dans l'histoire parce que j'avais lu le fait divers quelques mois auparavant, on en avait parlé parce que sur la devanture de Deleuze il y avait une pierre bleue
Et cette pierre bleue, c'était quelque chose qui était très confortable pour les SDF. Oui. Donc il y avait beaucoup de SDF qui squattaient là-bas. Et la direction de cette enseigne a trouvé que ça faisait quand même un peu désordre dans les SDF, etc. Et ils ont mis un dispositif anti-SDF sur la pierre bleue. Ça a fait un tollé dans le quartier. Hein, tout le monde s'est dit oui, mais non, c'est dégueulasse. Enfin bon, il y avait toute une histoire. Et je comprends bien cette histoire-là. Moi, j'avais suggéré de faire comme à Paris, des boîtes à lire. Que ça existe. Ouais, vous pouvez ouvrir le couvercle en journée, se faire un peu d'argent de poche. Oui. Exactement. Non, il faut puiser son inspiration dans le réel. Alors, le premier, c'est le premier. Oui. Et puis, dans le second, il y a des meurtres. Oui, le second. Même maison d'édition. Oui, c'est la même maison d'édition. Oui. D'où le succès, aussi bien au Québec, en France, en Suisse et en Belgique. Parce que c'est une maison d'édition qui turbine bien. Alors, le deuxième. Mais le deuxième est aussi teinté de haute technologie, dans la mesure où, dans le premier, j'apporte le fait que les possibilités de recherche par logiciel aujourd'hui sont tellement puissantes qu'on peut parfaitement envisager de trouver sur la planète quelqu'un qui est excellent dans un domaine alors que lui-même n'est pas au courant qu'il est bon dans ce domaine. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables. Et dans le deuxième, j'apporte le fait que les capacités d'analyse des logiciels sont tellement puissantes maintenant qu'on peut arriver à prédire l'avenir avec un très haut degré de réussite, on va dire. Hein, c'est pas non plus de la science-fiction. La police aux États-Unis utilise des logiciels prédictifs pour prédire que telle pharmacie, tel jour, va être victime d'un cambriolage. Et ces logiciels sont fiables à 80-85%. Tout ça sur base d'analyse, donc simplement donc tout ça c'est pas. Et alors ça c'est un petit peu la trame technologique du deuxième, c'est cette idée de se dire tiens, si un tel logiciel tombait dans des mauvaises mains, comment est-ce que les gens pourraient l'utiliser à mauvais escient? Et alors ça nous donne toute l'intrigue du deuxième. Donner des mauvaises idées. Oui, non, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein, okay. Maintenant, bon, sinon, c'est un petit peu plus linéaire le deuxième. Hein. Comme tu disais, Bernard, le premier, il y a vraiment des multiples points d'entrée qui convergent vers, etc. Ici, c'est un petit peu plus linéaire, le deuxième, mais par contre, c'est une histoire qui s'étale sur 2 siècles. Ça, c'est un petit peu. Donc, la vraie genèse de l'histoire est à la Révolution française. Et alors, bon, même si dans la chronologie du récit, je commence à l'heure actuelle, mais vers le milieu du récit, je fais un flashback, et là, on reprend toute une série d'événements depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, que je prends beaucoup de plaisir à revisiter, parce que ce sont tous des événements qui m'ont beaucoup intéressé, notamment l'assassinat de Kennedy, et puis que je revisite à la lueur de l'intrigue. Ça, c'est une grande différence par rapport au premier, c'est que c'est étendu sur une période beaucoup plus longue de deuxième.